Bon, ben, je vous propose qu'on commence. Voilà, là, on commence à avoir du monde qui arrive. Bah, du coup, bah, merci d'être là et d'être fidèle à ces cafés visio. Donc aujourd'hui, on vous propose un sujet sur la RSE avec beaucoup d'invités qui vont nous parler de ces sujets. Donc, Ronny Garcia, donc, qui est donc, fondateur d'OVA. Et puis ensuite, nous avons Calliope qui est arrivé en force avec donc, 3 représentants, donc Marine, Bruno et Louise, qui vont donc tous les 4 nous parler de ce que vous faites sur le chantier de la RSE. Et aussi, voilà, bon, c'est quoi la RSE, des exemples d'actions concrètes et puis le lien avec la crise sanitaire actuelle. Voilà, est-ce qu'il y a un avant, un après en ce qui concerne vos actions en lien avec la RSE? Du coup, je vous laisse rentrer dans le vif du sujet. Je ne sais pas, Ronny, si vous voulez commencer, enfin peu importe, là. Oui, on peut commencer par une définition peut-être simplifiée. Pardon, j'éclaircis ma voix de bon matin. La RSE, c'est la prise en compte par l'entreprise sur la base du volontariat des préoccupations sociales et environnementales et sociétales dans leur activité et dans leur interaction avec les parties prenantes, qu'elles soient internes, auxquelles on pense bien évidemment peut-être en premier lieu, mais aussi externes, comme ses clients ou ses fournisseurs. Et donc, en partant de cette définition dans laquelle j'ai utilisé le terme volontariat, on se rend compte qu'on finalement on intervient sur la base de sa sensibilité ou de ses valeurs, plutôt que sur la base de la législation. Et donc, ça amène à, du coup, tout d'abord commencer par être imaginatif et imaginer les actions que l'entreprise souhaite mettre en place. Et en l'occurrence, dans une situation de crise comme celle-ci, la première, en tout cas pour nous, mais celle qui a semblé assez naturelle pour beaucoup d'entreprises du numérique, c'est la mise en sécurité des collaborateurs dès le premier jour ou le deuxième jour, en tout cas très rapidement, la mise en place du télétravail notamment, qui permet à chacun de rester chez soi protégé plutôt que de risquer les interactions sociales. Voilà, donc ça c'est une première action qui nous a semblé assez évidente pour nous et qui nécessite évidemment quelques moyens techniques ou quelques outils, mais qui nécessite aussi avant tout une réelle fluidité dans le dialogue social entre toutes les parties prenantes internes pour pouvoir faciliter quelque chose comme ça qui est assez révolutionnaire, parce qu'en 24 heures ou 48 heures, on change radicalement le fonctionnement de l'entreprise. Voilà, c'était une première proposition de définition. Merci. Je ne sais pas si vous voulez rajouter quelque chose sur cette partie. On avait du coup aussi orienté notre présentation en commençant en définissant la RSE et on se rejoint assez bien. En tout cas, nous, chez Calliope, on l'a défini de cette façon-là aussi. Pour nous, c'est un concept qui permet de réunir autant les aspects économiques d'une entreprise, puisque malgré tout, la santé financière, c'est un des piliers, tout en ralliant les aspects sociaux et environnementaux. Et puis, on définit évidemment la RSE par l'implication de toutes nos parties prenantes et donc évidemment nos collaborateurs en interne, mais aussi nos clients, nos fournisseurs, nos partenaires, nos prestataires. Donc, une démarche plutôt collective. Et puis, peut-être ce que je pourrais ajouter sur la définition de la RSE, c'est peut-être le fait d'aller au-delà du cadre légal, qui est parfois pas suffisant. L'idée, c'est aussi d'aller au-delà de ce cadre, tout simplement. Pour compléter ou rebondir, ce qui est intéressant sur ce qui vient d'être dit, c'est la notion de cadre légal qui est encore assez peu construit, en tout cas pour les TPE et les PME.
et qui du coup incite les plus engagés d'entre nous à se fixer nos propres règles. Quand tout à l'heure je disais que c'est la base du volontariat, donc c'est nos propres règles, et qui finalement sont acceptées et du coup respectées, parce qu'elles sont considérées comme bonnes pour tout le monde. Et c'est ce qui est intéressant, alors que souvent, enfin souvent en tout cas parfois, les règles imposées peuvent sortir un petit peu du bon sens, elles peuvent nous sembler inadaptées, alors que pour des règles imposées et définies et réfléchies en interne avec de multiples collaborateurs, en tout cas parties prenantes, du coup ces mesures tombent sous le sens et deviennent tout à fait naturelles. Juste peut-être pour compléter aussi toujours sur la définition, je trouve que le terme de RSE peut être défini de mille et une façons. Il y en a qui parlent de responsabilité sociétale, d'autres responsabilité sociale. Je trouve que c'est un terme qui est assez controversé et pourtant il a tout son sens. On parle bien de responsabilité et je trouve qu'il y a eu du changement à ce niveau-là. On parle bien, enfin, l'entreprise est bien responsable des impacts qu'elle va avoir sur la société. On ne cherche pas à trouver un coupable, mais c'est vraiment l'entreprise elle-même qui va être responsable de ses actions et de ce qu'elles vont produire derrière. Actions qui d'ailleurs ne viennent pas forcément systématiquement du management, mais qui viennent pour la plupart, en tout cas dans les entreprises qui ont une réelle stratégie RSE, qui viennent de tous les collaborateurs, et qui nécessitent par contre quand même un support, ou en tout cas un sponsor de la part de la direction, parce qu'elle va impacter, elle impacte tous les organes de l'entreprise. Et elle peut impacter les process, elle peut impacter en tout cas tout le fonctionnement de l'entreprise. Et donc elle devient du coup une composante de la stratégie de l'entreprise. Et parfois, dans certaines grandes entreprises, on voit le pôle RSE comme un pôle à part entière, un petit peu ovni, qui travaille sur certains sujets, alors que dans les PME, TPE, on est plus quand même dans une composante intégrale, enfin, dans une composante qui vient vraiment sculpter la stratégie de l'entreprise. Alors du coup, là, vous parliez d'action donc, sur qui impactent tous les organes de l'entreprise. Est-ce qu'on peut aller peut-être dans des exemples d'actions qui concernent voilà, la démarche RSE? Ouais, moi je peux en parler rapidement. On a différentes actions mises en place et des actions récurrentes et des actions ponctuelles. Comme ça, je pense à par exemple le travail avec tous nos prestataires et nos fournisseurs. On essaie d'avoir de travailler avec des entreprises en fait locales dans la mesure du possible, que ça soit les livraisons de fruits le lundi matin, que ça soit notre société de ménage qui est un ESAT, donc un établissement service d'aide par le travail. On travaille pas mal avec eux sur différents sujets, que ce soit pour les collaborateurs des formations, par exemple les gestes et les postures par la médecine du travail, donc faire en sorte que tout le monde puisse travailler dans des bonnes conditions avec un poste de travail aménagé en fonction s'ils ont un problème de dos, on va peut-être faire un effort et leur fournir un fauteuil adapté. Voilà, faire en sorte que tout le monde ait des conditions maximales pour être bien. Et parce que en fait, la qualité de vie au travail, ça fait aussi partie de la RSE. Donc on a ce type d'action-là. Après, on a des actions récurrentes qu'on a mises en place avec le soutien. Et là, on implique pas mal les collaborateurs, notamment sur le recyclage. Dans nos cuisines, on a mis en place des poubelles spéciales de tri. On les implique sur aller descendre la poubelle de verre une fois par semaine ou une fois tous les 15 jours. On essaye de les impliquer et d'ailleurs, ils se prennent assez bien au jeu là-dessus. On a quand même des leaders dans l'entreprise qui sont assez impliqués. Et donc ça, c'est chouette de pouvoir se reposer aussi sur eux. Et sinon, on a des actions aussi assez ponctuelles mais récurrentes. On a fait venir le don du sang
plusieurs fois donc l'établissement français du sang pour des collectes dans nos locaux. Donc ça veut dire qu'on leur met une salle à disposition et qu'on fait venir, on incite les salariés à donner ceux qui peuvent. Et on invite aussi les sociétés qui travaillent à côté de chez nous. Donc ça, c'est pareil, c'est une belle action. Et récemment, pour le 8 mars, donc la journée des droits de la femme, on a mis par exemple en place une collecte pour une association qui s'appelle Règles solidaires et qui fournit aux femmes en précarité des produits d'hygiène intime, etc. Donc ça, c'est pareil, on avait créé un petit pool et il y a eu une grosse implication des collaborateurs. Donc ça, c'était chouette. Voilà. Après, il y a d'autres animations, mais voilà, ça, c'est des exemples assez concrets de choses qu'on met en place. Après, c'est pareil, ça vient des collaborateurs, donc c'est en fonction de leurs envies aussi. Juste pour rebondir du coup sur ce que tu dis, Louise, sur l'implication des collaborateurs, effectivement, chez Calliope, je trouve, mais Bruno, Louise, vous me direz aussi si c'est ce que vous pensez, mais je trouve que les collaborateurs sont dans l'attente justement de ce type d'action et ils sont moteurs. Pour eux, je pense que c'est important d'être dans une entreprise dite socialement responsable et qui met ce type d'action en place. Oui. Et en fonction des actions, c'est pas forcément les mêmes collaborateurs. Enfin, c'est assez rigolo de voir que il y en a qui sont plus portés sur l'écologie et par exemple qui vont être archi moteurs sur le recyclage et d'autres c'est le don du sang par exemple, c'était clairement un collaborateur qui avait souhaité le mettre en place, on l'avait fait avec lui. Voilà, c'est assez rigolo de voir que selon les envies de chacun et les intérêts de chacun, il y a des choses qui se mettent en place différentes. Et donc, du coup, quand vous dites ça vient des collaborateurs, ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'est, je suis sensible sur le don du sang, je le remonte à mon manager. Enfin, comment ça fonctionne en fait? Ouais, c'est ça. C'est des idées qui, alors en fonction des interlocuteurs, ça peut être les managers, ça peut être les ressources humaines, ça peut être la direction directement, ça dépend un peu. Et après, si on a si l'environnement le permet et que niveau moyen, c'est pas trop compliqué, si on peut le faire, il y a peu de chances qu'on le fasse pas. Après, évidemment, ça dépend du contexte, ça dépend de pas mal de choses, mais voilà, on suit si on peut suivre. Ok. Et après, l'organisation est portée par qui? Par le salarié lui-même ou après il y a une équipe qui organise finalement les rendez-vous, les contacts avec les fournisseurs, etc. Ouais, alors ça dépend un peu. Par exemple, le don du sang, qui est quand même une petite organisation à mettre en place, c'était porté par le salarié et après on est 3 ou 4 à travailler avec lui. Donc voilà, c'est par exemple lui qui va être contact direct avec l'établissement français du sang et après moi je vais être pas mal sur la logistique, donc préparer la salle, être en contact un peu opérationnel avec eux. Mais voilà, après sur le recyclage, moi c'est dans mon rôle aussi de mettre en place des choses comme ça. Donc là, c'est moi qui avais mis en place avec eux, donc en leur soumettant les idées, en leur validant les achats, etc. Après, sur par exemple le travail avec les ESAT, ça va être pas mal aussi avec la direction et les ressources humaines. Ça dépend un peu. Il y a des actions aussi qui sont menées au niveau de la stratégie de l'entreprise. Et on a parlé d'environnement, quoi. Donc, par exemple, Calliope a été soutien et mécène sur des actions comme Wilderness Mountain. On envoyait carrément des salariés débarrasser les montagnes des tas de ferraille, des vieilles remontées. On a des actions comme ça. Après, sur les actions, effectivement, je rebondis sur ce que disait Ronnie au début, c'est qu'il faut être imaginatif. Nous, on est une entreprise qui travaille dans le digital. Et si on prend la perspective de l'environnement, on se rend bien compte qu'aujourd'hui, le digital a un réel impact sur l'environnement. C'est la raison pour laquelle, en général, on mène aussi des actions un peu plus larges en proposant à nos clients de travailler en éco-conception.
Voilà, on a inclus en fait dans le RSA cette notion un petit peu d'écologie aussi. Donc, Louise en parlait avec le tri sélectif qui a été mis en place chez Calliope. Nous, on a pas mal de gens qui sont sensibilisés sur ce domaine-là. Par exemple, à notre dernier séminaire, on a fait venir Alexandre Monin, qui est docteur en philosophie sur les questions du digital et de l'écologie. Donc ça, c'était une vraie action menée par la direction pour tester un petit peu la connaissance et la réactivité des équipes. Et il s'en est suivi un débat qui était intéressant pour voir à quel point on était prêt ou pas sur cette transition écologique vis-à-vis du digital. Donc, c'est très difficile aujourd'hui d'avoir une réelle politique quand on travaille comme ça, quand on fait des sites internet, quand on a une entité qui fait du e-commerce. Aujourd'hui, c'est vraiment important, je pense. C'est en train de naître. Et il y a beaucoup de choses à mettre en place pour faire prendre conscience aux gens, voilà, de ce qu'ils font et de l'impact que ça peut avoir sur la société. On travaille avec AWS, Amazon Web Services, donc on fait des sites de e-commerce. À côté de ça, on essaye de louer du matériel informatique, de ne pas l'acheter pour pouvoir le renouveler. Voilà, c'est des petites actions qui sont menées par-ci, par-là, mais effectivement, aujourd'hui, le digital a pris un tel essor qu'on se doit d'être imaginatif pour laisser entendre aux gens qu'on ne leur enlève rien, mais qu'on leur propose des alternatives correctes. Et ça, pour l'instant, ça passe par travailler avec les clients sur des soucis de performance. Donc, lui, le client, parfois entend mon site va être plus rapide. Moi aussi, j'ai la voix qui... Le site va être plus rapide, donc je vais gagner en client, en transformation. Et nous, derrière, comme il a l'impression de gagner quelque chose, on lui propose des technologies. On a cette recherche-là pour lui proposer des technologies plus légères, qui consomment moins de serveurs. C'est une goutte d'eau, hein, parce que voilà. Mais bon, on essaye de le faire, on essaye de s'y tenir. Ça dépend des équipes, ça dépend des gens, ça dépend de beaucoup de choses. C'est des petites choses. Et moi, souvent, je me dis, mais qu'est-ce qu'on pourrait faire d'autre? Et là, c'est une question ouverte, en fait, parce que ça se trouve, y a des gens ici là, qui ont plein d'idées. C'est qu'est-ce qu'on peut mettre d'autre en place, justement. Là, par exemple, on est tous en visio, donc on pourrait se dire, c'est cool, on a économisé de l'essence pour pas venir, ou alors un billet de train, ou je sais quoi, avion pire. Enfin, voilà, donc on se dit qu'en fait, finalement, le visio, c'est mieux, mais bon, le visio, c'est très, très consommateur également d'énergie. Donc, voilà, il y a plein de choses où on a l'impression que c'est plus facile qu'avant, mais voilà. Donc, je terminerai par un exemple. Il y a quelqu'un qui parlait, qui disait non, mais avant, pour envoyer un courrier, il fallait écrire une lettre, mettre un timbre, la poster, la transporter. Aujourd'hui, les mails, c'est plus rapide et du coup, c'est plus écologique. Voilà. Donc, c'est éveiller les consciences à ce niveau-là. Et donc, pour moi, ça rentre dans le cadre de la RSE, puisqu'on a quand même, comme le disait Marine, en tant qu'entreprise, une responsabilité. Et je pense que surtout, dans le digital, il faut regarder cette responsabilité et elle est de plus en plus grande. Merci Bruno pour ce témoignage. Là, c'est Olivier Luis de Rakuten Aquafadas. Dans les actions court terme, moi, je me posais la question d'utiliser les ordinateurs qui partent au rebut ou les vieux ordinateurs pour les donner à des familles qui en auraient besoin pour faire l'école à distance avec les professeurs. Est-ce que quelqu'un dans ce groupe a des actions dans ce sens aujourd'hui? Je vais laisser la parole à Louise. Parce que, je prends le flambeau. On a fait des dons là, en début de confinement à des associations de Montpellier, justement d'ordinateurs qui étaient en stock chez nous, mais non utilisés parce qui fonctionnaient encore très bien, mais pas assez robustes pour nos besoins. Donc, on a donné une trentaine de machines à 3 associations qui font du soutien scolaire et notamment cette période compliquée pour les élèves chez eux, qui aident un peu les élèves à travailler dans des bonnes conditions. Et ça, c'était pareil. En fait, c'est des associations qui sont venues nous voir. Et donc là, on a été assez rapide sur le don. Mais oui, ça, c'est un très bon exemple parce que souvent, les entreprises du numérique stockent quand même des machines.
même si, comme disait Bruno, nous, on les loue, mais on avait quand même des vieilles machines. Et quand ça peut servir, c'est chouette. Bah, très bien, merci Louis. Je vais te contacter peut-être en privé pour voir avec quelles associations tu as Très travaillé. bien. Merci beaucoup. Ronnie, ouais, peut-être qu'il y a d'autres exemples que vous Ouais, il y a souhaitez bien. pas mal d'actions qui ont été citées. Donc plutôt que de les répéter, je vais plutôt essayer de naviguer sur un autre pan de la RSE. Alors, il y a celui du travail, en tout cas de l'accessibilité à l'emploi, qui est un domaine qui touche pas mal enfin, en tout cas, le domaine du recrutement touche pas mal le numérique. Et en même temps, face à cette difficulté à recruter, il y a dans le monde du travail, en tout cas en recherche de travail, des publics qui ont du mal à accéder au travail. Et il y a des actions qui peuvent paraître peut-être assez anodines, ou voire même pour certaines entreprises assez inutiles, mais qui en fait ont un impact très fort sur les jeunes. C'est les stages de troisième. Donc c'est des jeunes qui sont évidemment éloignés du monde du travail parce qu'ils ont encore quelques années devant eux avant de travailler, mais c'est des publics qui finalement on n'arrive pas à se représenter ce qu'est l'entreprise. Et s'ils n'accèdent pas à un stage de troisième, aussi court soit-il et aussi peu productif soit-il, en fait, c'est extrêmement important pour eux que de découvrir ce qu'est une entreprise, comment ça fonctionne, qui constitue une entreprise. Finalement, l'entreprise, c'est pas une boîte noire, c'est la vraie vie. Et donc, de pouvoir passer une semaine ou quelques jours avec différents collaborateurs au sein de l'entreprise, ne serait-ce qu'en observation, c'est une démarche qui fait partie, à mon sens, de l'ouverture d'esprit que les jeunes pourront avoir ensuite une fois arrivés sur le monde du travail. Et il y a aussi les publics qui sont en situation sociale difficile. Ça peut être les jeunes des quartiers. En tout cas, il existe différents dispositifs mis en place par la FACERO ou la CCI sur ce type de public. Mais il y a aussi des publics étrangers qui arrivent en France dans des conditions parfois difficiles et qui, par la barrière de la langue ou la barrière du CV, parce que certains diplômes n'ont aucun équivalent en France, peuvent se retrouver confrontés à ne pas pouvoir travailler, alors qu'en réalité, ils ont des capacités, ils ont déjà travaillé dans leur pays, ils ont une certaine motivation en plus à vraiment vouloir travailler. Et donc, nous, on a eu l'occasion d'accueillir tous ces publics par l'intermédiaire de FACERO, qui est la Fondation Agir contre l'exclusion, qui permet de faire un lien, en fait, d'identifier les profils qui sont en recherche et d'identifier les entreprises qui sont prêtes à accueillir. Et c'est très enrichissant à la fois, évidemment, pour ces gens-là, qu'ils soient jeunes ou moins jeunes, mais c'est aussi enrichissant pour les collaborateurs qui découvrent que des fois, on entend parler de ces gens-là par l'intermédiaire de personnes ou de médias, et on ne se rend pas vraiment compte qu'il y en a près de chez nous et qu'ils sont prêts à travailler, qu'ils sont prêts à s'engager. Et voilà, cette opportunité permet de faire se rencontrer des mondes qui finalement auraient peut-être eu du mal à se rencontrer dans un autre cadre. Et ensuite, on a aussi, il y a eu pas mal d'actions qui ont été citées, de belles actions sur le volet social, le volet sociétal, le volet environnemental. La RSE, c'est aussi, ça a été dit, un pan finalement, un pan de la stratégie de l'entreprise. Et moi, j'aime bien mettre en œuvre ça au quotidien. Par exemple, quand il s'agit de prendre une décision assez impactante pour l'entreprise ou assez engageante, finalement, pourquoi une seule personne ou un groupe de personnes, un CODIR par exemple, seraient les sachants et les seuls sachants pouvant prendre cette décision, alors que finalement, au sein de l'entreprise, il y a des richesses, il y a des idées. Tout à l'heure, Bruno parlait finalement de trouver toujours de nouvelles idées, mais finalement, les collaborateurs ont ces idées. Il suffit juste de leur donner la parole. Et prendre des décisions stratégiques dans une entreprise, c'est aussi la partager avec ses collaborateurs. Et chez nous, on pratique assez fréquemment les workshops
qui sont des moments privilégiés d'une demi-journée en général, pendant laquelle finalement les volontaires vont venir contribuer à construire une idée, un projet, ou voire à prendre une décision engageante pour l'entreprise. Et ça, c'est vecteur de sens, c'est vecteur d'idées, c'est vecteur d'imagination, c'est vecteur d'innovation. Et c'est très enrichissant pour les collaborateurs, c'est très enrichissant pour le management aussi, qui va pouvoir assembler les idées de chacun, les richesses de chacun, les points de vue de chacun, pour arriver à cet objectif. Et cette pratique fonctionne bien dans les entreprises où la RSE fait partie de la stratégie et où surtout les valeurs de l'entreprise sont connues, partagées, et c'est finalement les valeurs sont le garant ou le cadre des décisions et des idées qui vont être soumises. Parce que chacun sait que l'identité de l'entreprise, c'est ses valeurs, et donc toute idée, toute décision doit être finalement conforme à ces valeurs. Et quand on a du mal à prendre une décision, il suffit souvent de se poser la question, quelles sont mes valeurs? Et du coup, la décision vient parfois assez naturellement avec ça. Moi, j'ai une question par rapport à ça, parce que ça m'intéresse. Je veux dire, ce sont les idées les plus simples qui sont les meilleures. En fait, moi, j'ai souvent pensé aussi à faire quelque chose comme ça, mais du coup, c'est comment vous le modulez, parce que nous, on a parfois un public un peu timide, réservé, ou alors craintif, hein, ça peut arriver. Donc du coup, les idées, il n'y a pas toujours un leader ou plusieurs leaders qui arrivent à dire, voilà, bon, il y en a, hein, heureusement, mais bon. Donc je me dis aussi que la réunion, parfois, fait émerger les idées. Donc, et puis, il y a cette première façon de faire. Alors, je ne sais pas comment vous faites, justement, ça m'intéresse. Et puis la deuxième, c'est dans un forum, il faudrait qu'il y ait tout le monde idéalement, donc les collaborateurs, la direction, voilà, pour que ça puisse communiquer. Et souvent, quand j'ai voulu proposer ce genre d'action, on m'a dit ouais, non, mais ça va tirer à boulet rouge, ça va finir. Voilà. Donc, comment vous abordez le sujet, vous, de votre côté, quel angle? Sur la question des personnes qui ont des idées et qui osent les soumettre, et ceux qui ont des idées et qui n'osent pas les soumettre, c'est vrai que c'est un point à prendre en compte dans un groupe, que ce soit pour une réunion de travail, une réunion en clientèle, un rendez-vous client où il y a plusieurs collaborateurs, ou un workshop. Disons que c'est des techniques d'animation qui vont permettre à chacun de prendre la parole, d'inciter ceux qui sont les plus discrets à prendre la parole. Ce qui fonctionne bien en général quand on est plusieurs en co-construction, c'est de rebondir sur les idées qui viennent d'être dites. Et donc, par des techniques d'animation, on parle en ce moment pas mal de design thinking ou d'intelligence collective. Finalement, on peut trouver tout un tas de méthodes d'animation qui favorisent justement la contribution de chacun. Après, effectivement, dans un groupe de travail, s'il y a une sensation de hiérarchie, ça peut freiner certaines personnes à s'exprimer, ou en tout cas, elles vont peut-être s'exprimer, mais elles ne vont pas forcément dire ce qu'elles pensent. Donc ça, c'est peut-être un peu plus délicat que le simple fait de faire contribuer tout le monde. Mais je dirais que la recette, si c'était, en tout cas c'est mon expérience, c'est qu'il faut dans un groupe de réflexion au minimum une personne qui va être l'animateur. Et cet animateur ou animatrice n'est d'ailleurs pas forcément contributeur ou contributrice, elle est juste garante de la bonne circulation de l'information, de l'expression de chacun. Et ensuite, il y a peut-être un maître du temps, s'il y a besoin de respecter du temps, il y a peut-être quelqu'un qui va prendre des notes, mais il n'y a pas de notion, il faut à mon sens qu'il n'y ait pas de notion de hiérarchie. Même si au sein du groupe, il y a un manager ou une manager,
peut-être qu'en introduction de ce groupe de travail, il sera important de rappeler qu'on est ici pour faire émerger une idée ou prendre une décision, et que toute idée est bonne, que les personnes qui sont ici sont les bonnes. S'il y a des absents, il y a des absents, c'est pas grave, on n'a pas besoin d'eux, c'est que ceux qui sont là sont les bonnes personnes. Et par ce climat de confiance, finalement, et puis peut-être mettre en route la machine au début en faisant ce qu'on appelle un icebreaker, c'est briser la glace, faire que les gens se sentent bien et se sentent en confiance, mettre quelques règles, par exemple la bienveillance, l'écoute, etc. Et puis après, c'est beaucoup la pratique, finalement, qui va permettre à l'animateur ou l'animatrice d'être plus aiguisé sur tout cela. Mais en tout cas, voilà, même si au début ça pourra peut-être sembler un peu difficile, l'important c'est l'expérience et la pratique. Oui, moi, bonjour, Anne de Bailly, société Aviseo. Moi, je voulais rebondir sur ce que vient de dire Ronnie. Donc, Aviseo, c'est une société coopérative qui est en scope. Donc, on pratique beaucoup la concertation avec les salariés. Pour rebondir sur ce que dit Ronnie, pour avoir pratiqué effectivement avec des techniques d'animation coopérative, on arrive vraiment, parce que moi j'ai un peu le même souci aussi avec certains collaborateurs qui ne prennent pas trop la parole ou qui ne prennent pas du tout le lead, on arrive vraiment à faire parler tout le monde, et en fonction du but de la réunion, on peut appliquer une technique dédiée, donc qui permet vraiment d'aboutir. Si une réunion est juste faite pour de la concertation ou pour prendre une décision finale, c'est pas la même chose, et du coup on ne prendra pas non plus la même technique d'animation. Nous, ce qu'on a fait aussi pour que certaines personnes prennent les choses en main alors qu'elles n'avaient pas forcément une vocation naturelle à le faire, c'est qu'on a créé des commissions thématiques. Et on a demandé à certaines personnes de prendre le lead sans notion de hiérarchie, hein, sur cette thématique, je pense pas. Enfin voilà, pour gérer notre vie quotidienne, par exemple. Et du coup, cette personne est en charge de la commission. Et s'en occupe et gère, etc. Et ce n'était pas forcément des gens qui auraient naturellement pris en charge une commission. Alors bien sûr, ça s'est fait avec son accord. Hein. Si elle nous avait dit non, je ne veux pas, ça ne serait pas fait. Mais voilà. Et puis pour dire un mot sur les sociétés coopératives, on a des structures qui font que on consulte beaucoup les salariés sur pas mal de choses. Il y a l'Assemblée générale on a tous vocation à devenir associés plus ou moins rapidement. Chez nous, c'est assez rapidement, mais ça peut dépendre des statuts de la coopérative. Et donc, du coup, par le fait même de la structure, l'Assemblée générale, etc., ça amène déjà à des discussions sur l'organisation de l'entreprise. Et pour répondre à ce que tu disais, Bruno, aussi, quand les sociétés, alors c'est facile, nous on est 15, donc on discute plus facilement à 15 qu'à 150, on est d'accord. Donc les grosses coopératives avaient pas mal, du coup c'était dit, en assemblée générale, le problème c'est qu'effectivement on a tout le monde, on a 100 associés par exemple, comment on fait pour gérer un groupe de 100 personnes, que chacun puisse s'exprimer, etc. Donc il y a des coopératives où ils ont mis en place avant par entité comme qu'elles définissent en fonction de leur organisation, des petits sous-groupes où on débat des thèmes d'assemblée générale, et du coup il y a des porte-paroles qui ne sont pas forcément le manager de l'entité, ou parce que ça peut être aussi des entités de travail, des entités groupes. Enfin voilà, chacun après, en fonction de la vie de son entreprise et son organisation, décide. Donc ils font des petits groupes de travail où ils discutent en amont des sujets de l'ordre du jour. Et donc comme ça, chaque petit groupe peut venir discuter, se faire un porte-parole en fait, et ça permet quand même que la parole d'un plus grand nombre soit portée. Et après, il y a aussi des techniques d'animation, je pense au World Café par exemple, où on peut très bien gérer à une centaine de personnes, puisque le World Café, on peut faire des groupes d'une dizaine de personnes. Et donc, du coup, après, on tourne de groupe en groupe, et ce qui fait qu'on peut quand même animer et avoir que chacun puisse s'exprimer, et que la parole après soit portée évidemment par d'autres. À un moment, il faut que la synthèse du petit groupe de travail soit portée par d'autres, mais ça permet quand même à chacun de s'exprimer, même sur des entités plus importantes. Je voulais juste rebondir sur ce que vient de dire Anne sur le World Café. C'est un outil que j'ai déjà pratiqué à une centaine de personnes aussi. Et effectivement, je confirme que pour une structure de cette taille, c'est tout à fait envisageable de le mettre en œuvre sur une journée, même ou un petit peu moins. Moi, je l'ai pratiqué au Centre des jeunes dirigeants, le CJD. Et
ça permet vraiment à chacun de s'exprimer, puisque finalement, on est toujours en petit groupe. Et donc, l'animateur du petit groupe facilite la prise de parole et la construction de l'idée. Et le World Café est fait aussi de sorte à ce que les idées que l'on vient de construire, vu qu'on passe à un groupe à côté, c'est un autre groupe qui va venir ensuite compléter l'idée que l'on a construite. Et du coup, en ajoutant, comme je le disais tout à l'heure, en ajoutant ces idées aux idées des autres, finalement, on arrive à construire quelque chose de commun et qui convient à tout le monde et aux valeurs de l'entreprise. Après ça se gère. Enfin, je trouve que, enfin, pour le vivre chez Aviseo, voilà, la démocratie avec tous les salariés, ça prend du temps et donc du coup, ça doit s'organiser et à chaque fois se fixer des objectifs parce qu'autrement, ça peut vite, la prise de décision peut s'en trouver ralentie, ce qui n'est pas le but. Donc du coup, il faut vraiment le structurer, le penser en se disant, bon, là, on fait une concertation, à quelle échelle on l'a fait, pourquoi, dans quel but, etc. Et en se donnant des objectifs précis et des points d'étape, ça permet de vraiment avancer. Parce qu'autrement, si on se concerte tout le temps sur tout, on n'avance pas. Donc il y a vraiment un travail même si on se dit c'est sympa, on discute tous entre nous, il y a vraiment, pour que ce soit efficace, une structuration de cette parole et de cette concertation à faire. Donc c'est vraiment collaboratif de votre côté. C'est-à-dire qu'in fine, les décisions qui vont être prises par les collaborateurs vont être mises en place. Oui. Il y a souvent, nous, on vote. Récemment, on discutait de l'embauche ou pas d'une certaine personne, de la poursuite ou pas de contrat, etc. Pour l'instant, on est 11 associés, donc on peut discuter à 11. On vote, 6 voix pour, 5 voix contre. Voilà, on a voté. Et après, les autres. Après, comme on a beaucoup discuté et que chacun a fait valoir ses arguments, même si on a voté contre, on sait aussi pourquoi les autres ont voté pour. Ce n'est pas des décisions arbitraires qui tombent comme un vote sanction. Voilà. Mais forcément, il y a un moment où il faut prendre des décisions et avancer. Donc, parce que nous, on est plus dans un... Pardon, on a créé des commissions thématiques et on s'est rendu compte, par exemple, qu'on n'était pas allé jusqu'au bout. C'est-à-dire que pour l'instant, dans ces commissions, on discute, mais on n'est pas allé jusqu'au bout de la démarche où on ne s'est pas dit, cette commission, est-ce qu'elle a l'autorité, est-ce qu'elle est décisionnaire ou est-ce qu'elle est juste consultative? Et ça, pour moi, c'est une erreur, mais qu'on est en train de corriger, de se dire, voilà, telle commission, elle va non seulement être décisionnaire, mais elle va être dotée d'un budget. Alors, c'est des commissions, ça va être des commissions locaux, hein, voilà. Parfois, il y a des commissions métiers, des commissions outils internes, enfin, voilà, il y a plein de thématiques différentes. Mais se dire, voilà, telle commission, ce qu'on a fait, par exemple, la commission loisirs, elle est décisionnaire de toute façon, c'est-à-dire qu'elle ne consulte pas les autres. Les autres ont décidé que c'était la commission qui était décisionnaire parce qu'effectivement, à un moment, il faut qu'il y ait un organe qui tranche. Donc, du coup, on a aussi travaillé sur la gouvernance de savoir, est-ce qu'à ce moment-là, celui qui tranche, c'est le gérant ou c'est la commission, par exemple. Enfin, voilà, donc on a fait tout ce travail sur la gouvernance. Mais pardon, du coup, tu voulais dire quelque chose? Non, c'est juste que nous, on est plus dans le participatif, c'est-à-dire que les idées émergent. Enfin, là, on n'a pas encore peut-être l'organe pour les faire émerger totalement, même si on fait des sondages, des choses comme ça, enfin, des choses qui sont quand même aménagées. Hein. Mais du coup, oui, le marteau à la fin, c'est quand même la direction qui le donne. Donc, voilà, c'est quand tu organises des réunions comme ça, donc voilà, il y a le risque d'avoir des super idées qui sortent. Donc déjà, toi, tu peux donner à ton niveau, ça c'est peut-être donc du coup un peu plus qu'un rôle d'animateur. C'est aussi voilà, déjà un premier arbitrage, un premier filtre, et puis dire, oui, mais ce que vous proposez, c'est super, mais si je vous donne cet éclairage-là, vous voyez bien que c'est, voilà, il y a un peu plus de complexité. Donc du coup, nous, on est plus dans le participatif en ce moment. C'est-à-dire que la direction s'en remet pas totalement aux collaborateurs parce que elle estime certainement qu'il y a un risque et puis souvent il y a un manque d'éclairage peut-être sur des zones que les gens ne voient pas et qui rendent certaines décisions, certaines initiatives impossibles malheureusement. Donc, mais ça se travaille, hein, ce que je veux dire, tout ce que j'entends là, c'est plutôt positif et ça amène à aller vers ça. Mais du coup, quand on est plus de 15, c'est vrai que
Et il y avait un travail, moi j'avais été assez sidérée par un travail qui avait été fait au niveau de la caisse primaire d'assurance maladie de l'Aude, qui je pense n'est pas, enfin voilà, on n'a pas une image d'une caisse primaire d'assurance maladie comme quelque chose de très créatif, très consultatif, etc. Et ils avaient été jusqu'à mettre en place un budget participatif. Alors, ce n'était pas tout le budget de la caisse. Et du coup, il y avait des groupes de travail qui disaient ben, telle partie du budget, on en discute ensemble et comment on l'affecte. Et en fait, ça permettait aux personnes de réfléchir sur leur propre outil de travail. Enfin bon, voilà, j'avais pas mal discuté avec le directeur de la caisse parce que bon, il s'était un peu inspiré des entreprises libérées, etc. Bien qu'une CPM, ça peut pas être une entreprise libérée, mais il avait repris certaines méthodes. Et lui, il trouvait que bien sûr, il y avait, quand on dit bah, la clé, c'est le dirigeant de l'entreprise qui décide, in fine, parce que c'est lui qui risque les choses pour l'entreprise, etc. Mais lui, il avait, en bordant et en mettant des marges de manœuvre restreintes, il s'était de toute façon rendu compte que les collaborateurs, ils avaient aussi cette conscience du risque. Après, ils n'avaient pas forcément les outils, les connaissances, etc. Mais que du coup, ils restaient dans des limites qui étaient très circonscrites. Et voilà, enfin bon, le travail était vraiment bordé, mais il y avait des parties de budget ils étaient allés jusque-là, quoi. Donc voilà, bon, c'est un travail qui était assez intéressant. Il y a eu quelques articles dessus. Et enfin voilà, pour dire que parfois on peut pousser la réflexion assez loin, même sur des aspects où on se dit non, ben là, c'est trop risqué pour l'entreprise. Alors l'intérêt aussi, c'est que les personnes ne décident pas seules, bien sûr, et qu'il y avait des cadres de la direction qui étaient associés. Voilà. Mais voilà, et puis même l'intérêt aussi pour des collaborateurs, même si les collaborateurs ne travaillent pas, par exemple sur cette histoire de budget, bien sûr c'est un petit groupe de travail, même si un collaborateur ne participe pas, il sait qu'il est dans une structure où il y a des collègues à lui qui sont à même niveau hiérarchique que lui, qui sont pas forcément cadres dirigeants, qui travaillent à cette collaboration. Donc même si c'est qu'un collaborateur qui est relativement réservé, qui s'implique pas énormément, etc., de se dire qu'il est dans une structure où potentiellement il a la possibilité de le faire, c'est déjà un plus. Enfin, ça participe de ce mouvement collectif en fait. Je ne sais pas si c'est clair ce que je dis par rapport à ça, mais voilà, c'est comme se dire, voilà, on a un CE qui organise des matchs de foot. Moi, j'aime pas le foot, j'ai pas envie d'y aller, mais je sais que j'ai un CE dynamique, donc quelque part, ça rejaillit sur moi. Enfin voilà, c'est un peu l'idée. On touche un sujet sensible et intéressant, qui est la notion, tout à l'heure, j'ai utilisé le mot de sponsor. Je dirais que dans toutes les structures, l'organisation est différente, donc il n'y a pas une recette magique, mais ce qui à mon sens, compte, c'est d'une part la notion de confiance qui doit être établie dans tous les sens, hein, le manager versus les collaborateurs, vice-versa, les services en transverse, etc. La notion de valeur qui, je pense aussi, constitue finalement un certain cadre de sécurité dans les décisions qui peuvent être prises et les idées qui peuvent être données. Ensuite, il peut y avoir une notion de budget, il peut y avoir une notion de dépense. Une action peut entraîner une dépense, et donc il faut que, pour qu'elle soit possible, en amont, il y ait eu une décision d'accord d'un budget pour telle ou telle chose, même sans forcément décrire précisément pourquoi. En tout cas, il doit y avoir un budget alloué pour un groupe de réflexion, un groupe de travail ou une action, ou un groupe d'action. Et quand ces règles, enfin quand ces éléments sont en place et qu'il y a une pratique régulière de l'échange, du dialogue social et de l'intelligence collective, finalement, les choses se font naturellement. Et il peut y avoir des freins, il peut y avoir des freins des managers, il peut y avoir des freins des collaborateurs à donner des idées, ça c'est naturel. Chacun cherche à se protéger, chacun cherche à ménager le risque, à gérer le risque. Mais en tout cas, avec la pratique, on arrive à délier tout cela. En tout cas, dans une structure comme la nôtre, ça fonctionne bien. Ouais, Ronny, c'est Gaël. Salut, c'est Gaël, Data Consulting. Je voulais juste rebondir sur ce que vous disiez tout à l'heure, parce qu'en fait, j'entends parler RSE, mais en fait, j'entends aussi beaucoup parler de management, en fait, et de management participatif, collaboratif. Et c'est pas forcément évident. Enfin, j'entends toutes les remontées. Et c'est vrai que tu as parlé du CJD tout à l'heure. Moi, avant le CJD,
Clairement, toutes ces animations de World Café, d'organisation de forums ouverts, d'ateliers de travail, c'était beaucoup dans les livres et pas beaucoup dans les faits. Et pour le mettre en œuvre, on se rend compte de toutes les difficultés qu'il y a à passer en termes de gestion de l'humain et de tout ce qu'on peut avoir en termes de bienveillance, d'idées bien pensantes, de ça va bien se passer parce que je les implique. C'est pas toujours évident et du coup, ça demande aussi de la technique et de l'organisation et de la préparation. Et ça, c'est un peu le conseil que j'ai à vous passer. Même si vous êtes plein de bonne volonté et plein d'envie, ça se fait pas. On dit pas voilà, on va improviser un workshop sur le RSE et puis mettre tout le monde dedans et puis voir ce qui est les idées qui en ressortent, parce que vous risquez d'être déçus. Enfin, en tout cas, c'est ce qui nous on l'a testé des fois de manière un petit peu facile. Et on est un peu quelquefois déçus par les résultats. Et c'est vrai que le fait de s'y préparer un minimum. Tout à l'heure, je vous ai parlé de 2 bouquins que j'utilise pour faire des workshops et de l'animation de ce type de moments clés. Ça, aujourd'hui, vous pouvez le faire chez vos clients, avec vos collaborateurs et dans différents types d'environnements pour faire en sorte de faire sortir les idées, même des gens qui parlent peu. Il y a des choses qui se pratiquent avec des bonnes techniques, qui fonctionnent bien. Au CJD, on les met en place et on les pratique entre nous et c'est plutôt efficace. Donc, merci encore une fois au CJD. Donc, j'en profite puisque Rony est là, donc je lui ai dit, on fait un peu la promo de notre association. Et en parallèle, je pense qu'à partir du moment où on met en place des choses carrées, ça rassure aussi les collaborateurs de voir la manière dont ça va être suivi derrière. Parce que ce n'est pas de tout dire, on lance des actions. Si on lance et que ça retombe derrière, ben, le problème, c'est que les collaborateurs risquent de se démotiver du fait de ce manque de suivi. Voilà, c'était juste pour mon partage. Je mettrai les livres que vous avez cités dans le compte-rendu aussi. Ça marche. Merci. C'est vrai que la notion d'action, de mise en action des décisions est extrêmement importante, parce que si on demande aux collaborateurs de construire des idées ou de prendre des décisions et qu'elles ne sont finalement pas prises, bah là on arrive exactement à l'inverse de ce qu'on voulait faire, et finalement quand on essaiera de le refaire plus tard, ça ne fonctionnera pas, parce que les gens se diront mais à quoi bon, finalement on ne va pas au bout des choses. Donc, et là pour le coup, on parlait tout à l'heure des craintes ou des freins. Là pour le coup c'est vrai, c'est peut-être un cadre à mettre au départ, mais à partir du moment où la décision a été prise, c'est important que le management suive cette décision, parce que si elle va à l'encontre, on arrive malheureusement à l'inverse de ce que l'on souhaitait faire. Peut-être, je sais que le thème du café était aussi de parler de l'impact de la crise sur la RSE. Moi, la crise, je pense, amène une situation de stress chez tout le monde. Et le stress, en général, ça fait ressortir finalement ce que sont les gens au fond d'eux dans ces situations de stress. Et du coup, on se rend compte que ça dévoile la vraie nature de certaines entreprises. Et j'aimerais rebondir sur une actu qui est passée sur le mois d'avril et tout début mai, là, qui est que le MEDEF aurait annoncé, a priori, par courrier au ministère, qu'ils auraient souhaité un moratoire sur l'environnement, c'est-à-dire que toutes les mesures vouées à mettre l'environnement en première priorité, le MEDEF souhaiterait que tout cela soit mis de côté pendant la crise, au prétexte que la reprise doit être la plus rapide possible, etc., etc. Et puis, quelques jours ou semaines après, ils se sont associés à un autre mouvement d'une centaine de dirigeants de grandes entreprises qui ont dit qu'il était important de mettre l'environnement au cœur de la reprise. Et le MEDEF s'est associé à cette démarche. Donc en fait, il y a un double discours. D'un côté, je dis je veux un moratoire parce que c'est pas la priorité c'est la reprise. Et de l'autre, ils disent il faut mettre l'environnement au cœur de la reprise. Donc du coup, cette crise amène à finalement se rendre compte que parfois la RSE, chez certains, ça peut être du greenwashing. En tout cas, on le dit pour l'environnement, on pourrait le dire pour la RSE de manière générale. Et que finalement, dans la crise, moi j'ai l'impression que le bénéfice de la RSE dans la crise, c'est finalement que les entreprises qui ont ces démarches volontaires et engagées sont généralement des entreprises agiles. Et l'agilité amène a priori à la résilience. En tout cas, moi j'ai pu le constater autour de moi, les PME, TPE qui sont agiles et qui
ont bien réagi face à cette situation sont, à mon sens, celles qui vont vraiment être résilientes. Donc la RSE, c'est aussi finalement un fil conducteur ou l'ADN qui finalement cristallise tous les collaborateurs et toutes les parties prenantes de l'entreprise dans une démarche qui va au-delà du simple engagement social ou sociétal. C'est vraiment un ciment fort qui permet aux entreprises, à mon sens en tout cas, de traverser cette crise. Voilà, et donc il y a ceux qui voient cette crise comme une contrainte, en tout cas quelque chose qui vient freiner leur développement ou leur croissance, et puis il y a ceux qui voient cette crise comme une opportunité. Et j'ai aussi lu que la région Occitanie avait annoncé assez rapidement au début du confinement des mesures exceptionnelles pour favoriser, en tout cas soutenir l'économie locale, régionale, et notamment un plan à 250 millions d'euros, alors c'est des gros chiffres, dont 45 millions destinés à la relocalisation. Et ça a été évoqué en tout début de café sur la notion d'achat local. Finalement, l'achat local, c'est du bon sens pour beaucoup d'entre nous. Maintenant, en tout cas, on va acheter ses légumes à côté plutôt qu'à l'étranger, mais ça s'applique aussi à l'entreprise. Quand on choisit un fournisseur, ça a été cité pour des produits comestibles, pour le nettoyage, pour les associations auxquelles on va donner du matériel, mais finalement on peut instaurer dans tous ces achats d'entreprise, dans tous les achats d'entreprise, on peut instaurer une charte ou en tout cas une démarche de privilégier l'achat local, parce que quand on favorise l'achat local, on favorise l'économie locale, on favorise l'emploi local, on favorise finalement la résilience du territoire, alors que quand on a favorisé la production à l'étranger, on se rend compte qu'une crise finalement amène à un blocage de beaucoup de choses dans son fonctionnement au quotidien. Est-ce que sur l'impact de la RSE, il y a d'autres, l'impact du Covid sur les démarches RSE, est-ce qu'il y a d'autres choses que vous vouliez ajouter, alors, pour les intervenants de chez Calliope ou pour les autres d'ailleurs aussi? À la limite, Gaël, je vais rebondir parce que Ronnie m'avait proposé de parler un petit peu des actions. En fait, ce que je voulais partager, c'est que le Covid, à l'heure actuelle, moi j'entends un petit peu tous les échos sur l'impact de l'après. Je pense que ça dépend de ce que les gens ont comme valeur au départ. Ceux qui ont la valeur du pognon ou de la rentabilité à court terme, ils vont la garder et je ne pense pas qu'ils vont changer du jour au lendemain. Et ceux qui ont volonté de se dire, voilà, j'ai envie de continuer mon business, mon activité, certes, mais pour autant, tout en prenant en considération tous les autres volets, à mon sens, ça a été un moyen d'accélérer, en tout cas de notre côté, ça a été un moyen d'accélérer des actions parce que d'une part, moi, ça m'a permis de lever le nez du guidon de la partie développement commercial et de mettre en place les actions qu'on avait aussi moins le temps de mettre en place tout au long de l'année. Typiquement, alors là, pour le retour au boulot, pour venir sur des choses très pragmatiques et concrètes, on a des locaux aujourd'hui, bon, même s'il y a de fortes chances qu'on n'en ait plus dans quelques mois, mais on est en train de voir la méthode qu'on va mettre en place pour la suite, puisque j'avais bien entendu le retour d'Anne sur ce qu'ils ont fait chez Aviseo, donc je l'ai pris en compte. Je ne t'entends pas, Anne. Tu as le micro coupé. Je disais, tu pourras discuter avec Antoine du sujet. Ouais. Non, mais on l'a bien en tête. Et du coup, nous, par contre, on a souhaité privilégier donc, ceux qui vont souhaiter revenir malgré tout au bureau. Donc, on a organisé les temps de travail pour respecter toutes les distanciations, etc. On a besoin de voir les collègues et en petit comité. Et pour autant, ceux qui vont revenir déjà, on leur a demandé de ne pas prendre les transports en commun. Donc, on a acheté des vélos au nom de la société qu'on va mettre à disposition des collabs pour qu'il n'y ait pas de notion d'argent et que ce ne soit pas un frein pour eux, c'est sur cet aspect-là. Et en plus, aujourd'hui, on a quand même pas mal, et moi j'ai découvert, alors merci Eric qui est aussi dans la boucle, j'ai pas mal découvert de choses et d'aides possibles sur cette contribution au vélo. Donc déjà, pour les collaborateurs qui viennent en vélo de manière naturelle, ils peuvent avoir un dédouanement, c'est des frais kilométriques, 0,25 € du kilomètre dans la limite de 200 et quelques euros par an, je crois.
Donc, nous, on a décidé d'acheter des vélos, de se dire quelque part, tout le monde sera au même diapason. Au bout de 2 ans, nous, on amortit les vélos et les autres bénéficient d'indemnités kilométriques. Donc, ça, c'est le premier aspect. Deuxième aspect, et ça, c'est en partageant avec Eric Thomas, qui pourra également vous partager son initiative, c'est qu'on va tester une petite application qui est de la blockchain, qui permet justement de suivre l'impact des transports utilisés par les collaborateurs d'une entreprise pour qu'à l'échelle de l'entreprise, on puisse évaluer cet impact. Parce que tout à l'heure, je crois que c'est Bruno qui en parlait, on hésite entre la visio et se déplacer. Aujourd'hui, je suis un fichu. Alors, j'ai mes intuitions, mais je ne suis pas fichu de dire qu'est-ce qui est le mieux, faire 10 visio ou un déplacement en vélo ou en vélo électrique typiquement. Donc voilà, c'est aussi des choses, et nous travaillant dans la data, évaluer l'impact, c'est un peu notre métier. Donc on se doit aussi de faire la part des choses et de trier et d'accompagner aussi nos clients dans cette réflexion de OK, il y a des impacts économiques, des impacts environnementaux, des impacts en termes d'organisation des équipes. Il faut arriver à évaluer ce qui fait le plus de sens et ce qui aura le meilleur impact RSE entre guillemets. Et cette appli, c'est quelque chose que vous êtes en train de créer ou c'est quelque chose qui existe? Je n'ai pas compris. Non plus. Ah. Je vais répondre du coup. Du coup, je vais répondre. J'attendais la suite. Merci Gaël. Non, elle existe. Elle est même gratuitement à disposition. Normalement, elle est payante, enfin, sauf pour les boîtes de moins de 10. Et là, dans le cadre du Covid et vu tout ce qui est à mettre en place en matière de distanciation physique, j'ai horreur de distanciation sociale, je suis désolé. Mais pour moi, c'est vraiment un terme qui m'horrifie et que j'entends depuis des semaines. Donc, de mettre à disposition l'appli, que ce soit pour les entreprises ou pour les collectivités, pour faire en sorte, en fait, d'enregistrer les preuves d'impact positif que peuvent avoir, notamment sur le vélo. On va attaquer par ce premier aspect et qui va permettre de donner à minima un équivalent carbone. Ce qui veut dire que les entreprises vont, au lieu d'avoir une simple déclaration sur l'honneur des personnes, vont avoir les vrais éléments et du coup vont pouvoir intégrer dans leurs indicateurs RSE en particulier la réalité des actions, ce qui fait que c'est aussi une source de motivation supplémentaire par rapport à ce qui est à mettre en place et par rapport aux parties prenantes, puisque j'ai une vieille casquette QSE quand même depuis un certain nombre d'années, de pouvoir amener les éléments factuels par rapport à ces questions-là. Donc, du coup, oui, on a même commencé à communiquer depuis hier sur mobilité.eco, qui est donc un applicatif qui permet d'enregistrer pour chaque salarié ses preuves de déplacement en vélo et à l'entreprise avoir son propre dashboard par rapport au suivi et à la relance, en fait, de pouvoir mettre en place des campagnes de déplacement en vélo pour être incitatif. D'où le point de départ, c'était se dire, il y a les IKV, on va voir ce que devient le forfait mobilité. Je ferai de nouveau, comme Ronnie tout à l'heure parlait du MEDEF, qui est en train de peut-être aussi voir du côté du forfait mobilité durable. Mais en tout cas, on va espérer que ça se maintienne et que même le décret d'application sorte le plus rapidement possible pour faire en sorte que les entreprises puissent inciter au maximum les déplacements en vélo pour des raisons de flux, pour des raisons d'autant plus par rapport au Covid sur la distanciation physique, mais même pour les collectivités sur un territoire. Et là, on est sur un cadre plus développement durable global. Et la RSE, pour moi, elle est aussi liée aux parties prenantes des collectivités. C'est de faire en sorte que les collectivités pourront avoir aussi les éléments de preuve et d'inciter les entreprises de leur territoire à utiliser la mobilité active, au-delà de mettre en place des pistes cyclables provisoires, mais d'être vraiment moteur sur l'activité par rapport au vélo pour les entreprises. Et peut-être subventionner une partie, comme disait Gaël tout à l'heure, d'acheter des vélos ou de mettre en place du stationnement pour les vélos. Enfin, il y a toute une campagne. L'État vient de lancer des choses sur la formation aussi, sur la réparation des vélos, la région sur des subventions. Donc, tout ça va dans le bon sens. Mais à un moment donné, où sont les éléments factuels pour éviter de faire du greenwashing et de faire en sorte que les entreprises qui sont responsables
puisse avoir les éléments de preuve. Voilà, c'est le concept de base qui est mis en avant. D'où l'intérêt pour les boîtes actuellement de pouvoir aller sur mobilité.eco, de pouvoir enregistrer ces preuves-là. Je mettrai aussi le lien dans les références du coup. Bon, ben écoutez, est-ce qu'il y a peut-être une dernière question avant qu'on clôture? Ouais, Emmanuel. J'en ai une, parce que dans l'intitulé du Café Visio ce matin, il y a un terme qui me tient à cœur et que je n'ai pas du tout entendu parler de ce matin, c'est le mot éthique. Et à aucun moment on a parlé d'éthique finalement, on a parlé du RSE. Et je voulais savoir si la compatibilité de l'éthique et du RSE, et qu'est-ce qu'on entendait après, et quelles étaient les actions sur l'éthique qui a été mise en place par chacun. Mais bon, on pourra faire l'occasion d'un autre café visio éventuellement. Hein. Mais voilà. Donc, s'il y en a qui ont des complémentarités à faire par rapport à cette éthique, parce que quand on entendait parler des datas autour de Gaël, de son usage, de la revalorisation, quand j'entendais parler donc de e-commerce et de la polémique qu'il peut y avoir autour d'Amazon et de ce qu'il y a autour d'e-commerce, on a cette notion d'éthique dans l'activité qui est à mettre aussi en avant. Et donc, je voulais avoir un peu des feedbacks des acteurs. Est-ce qu'ils ont impliqué dedans? Concernant ce que j'ai dit, oui, effectivement, il y a une question d'éthique. Ça a été un peu l'imminence grise de mon propos. C'est qu'effectivement, derrière, c'est ce positionnement. J'avais parlé à la convention, un positionnement qui peut nous rendre schizophrènes. C'est-à-dire partagé entre la bienveillance qu'on peut avoir sur des questions écologiques, environnementales, et puis de l'autre côté, de se dire que tous nos salaires, en tout cas, dépendent de cette espèce d'activité économique qui génère sur un certain impact de plus en plus important sur notre planète, que ce soit au niveau des serveurs, au niveau de l'éthique. On l'a vu récemment avec Amazon, en ce qui concerne les composants qui servent à faire nos ordinateurs, nos portables, ce qui se passe en Afrique justement à ce propos-là. Moi, j'avoue que quand je parlais de solutions à mettre en place et d'être imaginatif, alors il y a des petites actions, mais après il y a vraiment les grandes actions de se remettre. Voilà. Alors je sais que par exemple sur les mobiles, il y a des entreprises qui font des mobiles, c'est Fairphone qui fait ça, des mobiles qui sont totalement réparables, des choses comme ça. Il y a des choses qui existent, mais on sent bien que en fait, voilà, c'est 5%, allez, je vais dire 10% parce que c'est le matin et qu'on est de bonne humeur, des gens qui veulent aller dans cette direction-là et qu'on sent bien qu'il y a une chape de plomb qui peut-être nous empêche de… Voilà. Ce qui s'est passé avec Amazon dernièrement, voilà, hein, c'est sûr que d'un côté, on se dit Amazon, c'était une manière de commander des choses en période de confinement pour le moral, tout ce qu'on veut, mais d'un autre côté, on voit bien les conditions des salariés et tout ça. Et puis quand moi, je travaille avec mes DevOps et qu'on travaille sur des architectures, je ne peux pas m'enlever de ma tête que derrière, il y a quand même des gros impacts et ça me pose un problème. Mais en même temps, je me dis, ouais, mais arrête alors. Et ouais, mais… Ouais, il y a le côté éthique et puis le côté je dirais, intégriste. Oui, non, mais c'est lié. Et oui, mais c'est lié finalement. Enfin, je veux dire qu'à un moment donné, tu dis ouais, j'aimerais bien, mais alors, on est tous un petit peu dans cette situation-là de se dire ouais, mais l'éthique c'est bien, mais bon, moi, est-ce que déjà je suis Moi, je partage un peu l'avis de Bruno. Enfin, moi, je me suis vraiment posé. En fait, moi, je ne suis pas quelqu'un issu du monde de la data. Donc, je ne suis pas un data scientist geek, entre guillemets. Et donc, du coup, quand je suis arrivé dans cet univers, je me suis posé la question de dire j'ai envie de contribuer à un monde plus simple, des belles phrases, entre guillemets. Et d'un autre côté, je travaille dans le monde du big data, c'est-à-dire celui qui génère de la consommation au travers des data centers, etc. Donc après, c'est soit on a une approche schizophrène, se dire « oh là là, je me tape tous les jours et je me tape avec des orties et j'avance plus », soit je cherche la manière de le faire qui ait le plus d'impact positif, c'est-à-dire même la manière dont on va gérer l'entreprise, globalement, et la manière dont on choisit nos parties prenantes. Aujourd'hui, on peut dire soit je vais bosser avec Total, soit je vais bosser avec une boîte qui va contribuer à des impacts positifs sur la planète. Et nous, c'est plutôt les choix qu'on fait, parce que je ne vais pas dire on arrête tout et on passe à autre chose. On va continuer à développer la boîte. Donc, on développe la proximité, puisqu'à la base, on bossait beaucoup avec des grands comptes. Et on a envie de se rapprocher des PME
et des boîtes qui sont près de chez nous plutôt que d'aller bosser avec des boîtes qui sont à 1000 km de chez nous. Donc, nous, on part à l'envers, c'est-à-dire qu'on bossait beaucoup avec des grands comptes, on essaye de se rapprocher du local. On est sur une logique à dire, ben voilà, on va essayer de identifier des boîtes qui ont plus cet engagement de mission avec lesquelles on peut les accompagner. Et puis moi, j'aimerais bien, et ça, parce qu'on travaille aussi avec des grands comptes, les amener, on travaille sur la valorisation des données, valoriser des données qui montrent l'impact carbone, l'impact et travailler sur ces aspects-là, même si aujourd'hui, pour l'instant, cette partie-là, ça reste du vœu pieux de mon côté, mais on y va petit à petit. En tout cas, je mets en place des actions pour qu'on aille dans cette direction. Donc, le côté éthique, je pense que c'est vraiment lié aux valeurs de la boîte. Et pour moi, c'est indispensable aujourd'hui. Sinon, juste une dernière phrase, on voit ce que déclenche l'impact du Covid et du confinement aujourd'hui, l'impact positif aussi dans les mentalités. Moi, je vois un grand nombre de personnes qui disent « Putain, qu'est-ce que ça fait du bien d'enlever un petit peu de pression et de ralentir un peu le rythme ». Parce qu'aujourd'hui, qu'est-ce qui fait qu'on a tous… Parce que toi, tu ralentis là en ce moment. On veut consommer. Ah ben ouais, moi, il faut que je parte en voyage à machin, il faut que je m'achète le dernier truc. C'est ça qui génère tout ça. Donc, là, je vais revenir sur un discours passionné, donc je vais m'arrêter tout de suite. Non, mais c'était une bonne réflexion. Quand tu as parlé de Total, c'est exactement la problématique qu'on a eue en termes d'éthique. Parce qu'on travaille avec Total, mais sur finalement une évolution de Total sur les énergies renouvelables. Donc, on s'est dit, est-ce que ce n'est pas aussi un rôle, est-ce que c'est à rendre dans l'éthique de dire on travaille avec des entreprises qui polluent d'un côté, mais qui veulent se transformer de l'autre. Après, de notre côté, on a refusé des affaires pour Monsanto, par exemple, en disant là-dessus, il n'y a rien à faire, c'est fini. Donc, voilà, donc le côté éthique, c'est dans le choix aussi, comme aussi on a des opportunités sur l'Arabie Saoudite, des choses qui fédèrent finalement autour des collaborateurs en disant non, on ne va pas dans ces pays-là. Mais c'est ça un peu le côté éthique que je voulais arriver à avoir un peu. Il y a le côté RSE, mais c'est le côté finalement où on est dans de la stratégie, finalement, dans du positionnement, dans de l'application de valeurs. Et donc, d'avoir un peu des retours d'expérience là-dessus. Nous aussi, c'est une discussion qu'on a fréquemment au sein de notre équipe. Alors on ne ferait pas n'importe quoi, mais il y a une réalité économique qui fait que parfois on accepte des contrats pour des entreprises qui ne sont pas forcément dans le spectre qu'on s'était fixé au départ ou qu'on aimerait en tout cas respecter. Après, il y a des limites quand même, hein. On n'accepte pas n'importe quoi non plus, mais je veux dire, il y a… Ce débat, on l'a eu aussi, quand tu parles de Total, on a eu ce même débat, alors pas pour Total, mais pour une autre entreprise, de se dire, bon, effectivement, cette entreprise, pour nous, elle n'est pas forcément dans le champ qu'on s'était fixé, mais on travaille pour une branche d'activité qui cherche à améliorer les choses. Est-ce que c'est un compromis qu'on peut faire ou pas ? Voilà, on a eu des discussions de ce type. Des arbitrages, ouais. Voilà, ouais. Bon. Forcément, l'aspect économique est un des critères qu'il faut. Mais après, il y a l'aspect économique où il y a des moments où on ne peut pas trop se permettre de refuser des choses, tout en respectant des limites. D'où la schizophrénie de Bruno. D'où la schizophrénie. Voilà. Non, mais je me soigne quand même. Mais, écoutez, merci à tous pour votre participation. Je mettrai le compte-rendu en ligne dans la matinée. Vous recevrez un petit mail, voilà, comme d'habitude. En tout cas, merci pour ces débats qu'on sent passionnés. Juste un petit mot sur le café visio de demain qui traitera des crédits impôt recherche et crédits impôt innovation, savoir les impacts sur ces dispositifs, hein, voilà, les impacts de la crise actuelle. Et puis, je vais vous libérer puisqu'on a largement dépassé le créneau. Okay. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Particulièrement aux intervenants, mais merci à tous. Bonne journée. Au revoir à tous. Merci.